Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Spoilers pour un épisode un petit peu spécial, une émission un peu spéciale puisque nous allons accueillir aujourd'hui les deux membres de l'équipe du festival L'Ouest Hurlant, en la personne de Marie Cargoat. Salut Marie. Salut. Tu vas bien ? Nickel, et toi ? Ah bah moi ça va super, on est très très heureux de vous recevoir. Marie, toi tu es chercheuse en littérature comparée, spécialisée dans la fantasy, et membre de l'association rennaise Les Laboratoires de l'Imaginaire. On reviendra sur l'association un petit peu plus tard, mais voilà, déjà merci beaucoup pour ta présence. Et nous avons également Lionel Davoust parmi nous. Salut Lionel. Salut. Tu es bien loin de nous, mais on est très heureux de t'avoir également. Lionel, toi tu es auteur, notamment de la saga les Dieux Sauvages, et tu es parrain du festival L'Ouest Hurlant avec Estelle Faye. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci beaucoup. Encore une fois, et merci évidemment à Guillaume d'être là. Guillaume, mon comparse, mon compère, mon ami de Spoilers. Comment tu vas, Guillaume ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très heureux, effectivement, de faire une petite émission spéciale sur un festival rennais dédié aux cultures de l'imaginaire. Ça fait très plaisir. On est très très content parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait dans Spoilers. Normalement, pour ceux qui nous connaissent pas, il y a peut-être des gens qui vont arriver, des fans de l'Ouest Hurlant qui arrivent avec Marie et Lionel. Donc pour vous expliquer, Spoilers, c'est une émission qui parle de séries fantastiques et de science-fiction. Et on s'est dit voilà, pourquoi pas faire une connexion. Nous on est rennais d'origine, Guillaume n'y est plus malheureusement, également assez loin, mais voilà, notre cœur est toujours à Rennes et je suis toujours à Rennes. Donc voilà, c'est super pour nous de mettre en avant des initiatives comme ça. Et puis le festival de l'imaginaire, ça ne pouvait que nous intéresser. Un petit coucou de loin, un bisou à la volée à Briac, qui un frère tombé au combat, qui aurait pu être parmi nous pour celle-là, et c'est bien dommage, puisque vous le savez, Briac fait son tour du monde, voilà, là il était au Nicaragua, et il aurait pu être à Rennes pour cette émission, mais malheureusement voilà, pour des raisons que vous imaginez. Encore une fois, on ne peut pas en dire plus. Ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est pas grave, on va être tous les quatre pour cette émission consacrée à l'Ouest Hurlant. Guillaume, est-ce que tu veux peut-être commencer sur le festival en lui-même, peut-être ? Effectivement, oui, on est là pour parler du festival. Vous entendrez cette émission, si tout va bien, avant la date fatidique. Donc, c'est l'idée un petit peu de vous présenter tout ça, le programme, les diverses animations, et puis pourquoi la création de ce festival à Rennes. Mais avant toute chose, Marie, est-ce que tu peux éventuellement nous présenter le laboratoire des imaginaires et puis un petit peu d'où est partie l'idée du festival, parce que je pense que c'est un petit peu cet assaut qui a planté les graines de ce qui est devenu l'Ouest Hurlant. Le laboratoire des imaginaires, c'est une association étudiante de Rennes 2, fondée à l'époque par un groupe d'amis qui s'étaient connus en master littérature comparée, donc master recherche à Rennes 2, et qui avaient fait un constat simple, à savoir qu'ils bossaient tous en imaginaire, la plupart en fantasy, une en science-fiction, et il y avait personne à Rennes 2 pour les suivre, de spécialistes sur le sujet. Et on avait eu la chance d'avoir, je faisais partie de ce groupe-là, mais avec une année d'écart, mais on avait eu la chance à l'époque d'avoir une directrice qui nous avait accepté, Charline Pluvinet, qui, elle, n'a pas du tout pour objet d'étude principal ces sujets-là, qui les connaissait pas vraiment non plus, mais qui a à cœur que les étudiants puissent travailler sur les sujets qu'ils aiment. Donc, elle avait accepté ces sujets-là, et on se retrouvait donc à Rennes 2 dans un milieu où, en littérature, on n'était pas forcément hyper bien accepté par rapport au sujet de fantastique un peu plus, parce qu'il est plus institué par le roman gothique, etc., et encore le fantastique contemporain moins, et science-fiction. Et donc, le but de cette association, c'est de regrouper les jeunes chercheurs de Rennes et alentours. Et maintenant, on est aussi un peu international parce qu'on a des membres qui sont à Québec, en Suisse, etc. Mais donc, le but, c'est de regrouper les étudiants qui ont des sujets de recherche imaginaire, de valoriser ces cultures-là, donc de les mettre en valeur par des événements, type des conférences, des tables rondes, etc. Et aussi de nous retrouver, de nous entraider. Donc, on fonctionne beaucoup par Discord et on crée notre réseau au fur et à mesure des colloques qu'on organise chaque année. Et on découvre de nouvelles personnes, ça met les gens en contact, ensuite on suit des coups de main, et c'est juste un effet de communauté qui se crée, et on a pour but de mettre en valeur la recherche, et la recherche étudiante, parce qu'en tant que jeune chercheur, on a beaucoup de mal parfois à se faire entendre, ou en tout cas à faire en sorte que nos travaux soient mis en valeur ou accéder à des colloques, alors que pour avoir des bons dossiers, il faut y accéder. Donc il y a un peu un jeu un peu bâtard qui se crée entre, pour faire les colloques, il faut déjà avoir un dossier, mais pour avoir un dossier, il faut voilà, vous voyez un peu l'idée. Le cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est ça. Mise en valeur de l'imaginaire et mise en valeur des jeunes chercheurs et solidarité, en gros, voilà.
Donc votre point commun un peu à toutes et à tous, c'est avant tout d'être chercheur, c'est si on devait trouver. C'est Mais ça. ça s'est élargi depuis ou vraiment même encore aujourd'hui ça reste globalement. C'est vraiment le noyau dur Ouais. du laboratoire. Après, il y a des gens qui adhèrent et qui sont pas des jeunes chercheurs, mais qui ont envie de nous suivre, ou de nous soutenir, ou de faire partie de l'équipe. Par exemple, on a des gens qui sont des purs techniciens et qui vont faire du montage, etc., qui aiment faire ça et peuvent consacrer du temps à ça. Donc, on a notre graphiste aussi, qui, elle, n'est pas chercheuse, mais qui est illustratrice, graphiste. C'est d'ailleurs celle de l'Ouest Hurlant, Solène Deligny. Très très belle illustration. Hein. On peut la nommer peut-être votre illustratrice. Oui, c'est Solène, et pour la suivre sur Instagram, c'est Solène avec 3 N à la fin. Ouais, allez voir parce que c'est déjà très joli et puis ça donne on sait aujourd'hui le nombre de festivals qu'il peut y avoir. Après on reviendra sur votre sujet qui peut être un peu niche, mais c'est vrai que votre illustration de festival interpelle déjà et donne déjà envie, donc Crée une bravo vraie bravo identité, ouais. à Solène. Ouais, c'est important je pense et c'est important pour vous d'avoir une vraie identité et tout simplement le nom Ouest Hurlant, ta question peut-être un peu bateau, mais est-ce que alors Ouest on comprend évidemment par rapport à Rennes, mais voilà, est-ce qu'il y a une signification derrière C'est une longue histoire parce qu'en fait c'est la deuxième partie de la question à laquelle j'avais pas le temps de répondre avant, enfin j'ai oublié, mais donc ça tombe bien. On était dans un groupe où il y avait pas que les chercheurs du laboratoire d'imaginaire qui cherchaient à monter le festival, il y avait d'autres personnes avec nous, dont Axel Le Nouvel qu'on avait rencontré parce que lui aussi voulait monter un festival de l'imaginaire à Rennes. On avait été mis en contact par un libraire et donc ça a fondé l'équipe. Ensuite on a cherché d'autres associations, etc. Et ça a formé ce petit groupe-là. Mais donc c'était un groupe hétérogène de personnes avec des points de vue différents. Déjà au sein du laboratoire, on n'est pas forcément toujours du même avis, mais donc on élargit le cercle encore plus. Et donc on était en plein dans ces réunions où on cherche le nom du festival et où on galère vraiment énormément à trouver un nom qui nous satisfasse tous. Et en plus il y avait toujours ce petit goût d'insuffisant. On avait pensé à Festival des Trois Mondes par rapport à fantasy, fantastique, science-fiction, et à plein d'autres choses comme ça. Il y avait rien qui créait l'épiphanie, qui donnait vraiment envie, à tous en fait. Et donc c'est là pour le coup, c'est l'ami d'enfance, enfin c'est le frère de l'ami d'enfance d'une membre du laboratoire, donc ça fait un peu une longue histoire comme ça, qui a trouvé ce nom-là. On nous l'a fait remonter, on a tous dit waouh c'est génial, ça marche trop bien, etc. Et donc ça nous a vraiment charmé. Et donc l'Ouest Hurlant, par rapport forcément à l'Ouest, la Bretagne, le patriotisme, tout ça, le chauvinisme, mais Hurlant par rapport au vent aussi, tout l'imaginaire que ça évoque, en fait l'image que ça évoque, un Ouest qui hurle, ça apporte forcément quelque chose. On voulait aussi un nom qui soit pas en hal, parce que c'est la grande mode des festivals imaginaires, les noms qui finissent en hal, parce que c'est une mauvaise chose, mais un de plus ça aurait été trop. Et donc on a été coincés par rapport à ça. Forcément, ça fait aussi écho à ce qui était alors le magazine qui avait pas eu de reboot, le Métal Hurlant. Mais qu'en fait, quand on a eu le nom, qu'on nous a dit le nom, on n'y avait pas du tout pensé, donc ça fait vraiment... Il y a eu comme ça une espèce de mise en relation de diverses inspirations qui ont fait sens au final, quoi. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que le nom nous est arrivé sur un plateau, l'équipe y avait pas réfléchi parce que c'est quelqu'un qui est externe à l'orga qui l'a trouvé, et on l'a tous trouvé chouette pour des raisons différentes. Ok, effectivement, en tout cas, c'est un nom qui est assez marquant. Je trouve qu'il y a comme ça le côté, en effet, très oral du nom, fait qu'il se retient assez bien et qu'il a l'air de revendiquer quelque chose quelque part. Et je le trouve assez efficace. Et en plus, effectivement, on a comme ça tout ce background un petit peu mythologique lié à Métal Hurlant qui ne gâche rien puisque thématiquement, on est très proche. Donc, ça fonctionne assez bien, je trouve. Et Lionel, toi, du coup, ça représentait quoi pour toi d'être parrain de ce festival? Comment tu as approché un petit peu cette idée-là? Est-ce que déjà les festivals c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup? C'est quoi ton relationnel avec ça? Alors oui, les festivals c'est quelque chose qui est vraiment très important et très vivace dans la littérature de l'imaginaire de façon générale, parce qu'il y a une communauté qui s'est structurée depuis toujours autour de l'imaginaire, qui quand même historiquement appartient à la contre-culture. Donc la contre-culture naturellement se structure elle-même parce que forcément elle est pas il n'y a pas grand-chose pour la structurer. Quand je parle de ça, c'est évidemment je remonte au ce qu'on appelle plus ou moins à juste titre, mettons l'âge d'or de la science-fiction dans les années 50-60, et il y a toujours eu une structuration assez forte de ces cultures-là. Et donc évidemment des événements, et en plus c'est des événements qui sont très vivaces en France.
avec des festivals qui sont très ouverts au grand public depuis toujours, par comparaison au modèle peut-être plus anglo-américain des conventions, qui sont plus l'image, je dirais, du congrès. Donc c'est les festivals, moi j'ai Je pense Comics-Con, ce genre de choses, quoi. Oui, Comic-Con, World-Con, des choses comme ça qui sont des événements splendides, mais qui sont plutôt des affaires pour les gens qui sont déjà, je dirais, des gens qui sont dans le milieu et qui du coup se retrouvent entre eux et elles. Le festival à la française, c'est plus proche du modèle du salon du livre, où tous les publics sont bienvenus. Dans une convention à l'américaine, il faut s'inscrire, etc. Il faut savoir évidemment du coup que ça existe, et du coup pour venir découvrir, c'est pas forcément, c'est plus difficile, disons. Alors que le festival à la française est de base calqué sur le modèle du salon littéraire, c'est-à-dire quelque chose qui est ouvert à tout le monde, et ce qui est assez génial à la fois du coup pour que les gens se retrouvent entre passionnés, mais en même temps pour ouvrir et faire connaître ces littératures-là et ces cultures à un public plus vaste. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle qui est idéal, et c'est un mode d'événementiel qu'on a beaucoup vraiment en France. Moi, quand j'ai découvert et que j'ai, en gros, mes vraiment tout premiers pas dans le domaine de l'imaginaire, dans le fanzina, puis semi-professionnel, puis professionnel, ça s'est tout fait à partir d'événements de ce genre-là, à partir de festivals, etc. Donc c'est depuis forcément à travers l'écriture, j'en fais tous les ans un certain nombre. Donc pour moi, je suis très très attaché. Donc forcément, me retrouver à parrainer un si bel événement, avant tout, c'est un immense honneur. Et j'avoue que quand on me l'a proposé, je suis un peu tombé de ma chaise en me disant mais enfin c'est vraiment un immense honneur, et c'est assez émouvant en plus, parce que pour moi Rennes c'est entre guillemets c'est ma ville. Ça fait plus de 20 ans que j'y suis, mes éditeurs sont là, Critique et Argile, mon libraire c'était Critique aussi. Donc et en plus l'Ouest Hurlant a pour moi cristallise une approche que je trouve vraiment très intéressante et même très importante sur l'imaginaire à l'heure actuelle, qui est de réaliser l'interface entre à la fois le fait que ce sont des littératures populaires où il y a un aspect de divertissement, c'est pas un gros mot, qui est très mis en avant et qui fait quand même partie du cœur de l'imaginaire, mais qui également, l'imaginaire a aussi tout un volet de prospective, d'expérience de pensée, de réflexion sur le monde, et donc pour moi l'imaginaire, et ce que j'aime là-dedans, ça a toujours été la jonction des deux, c'est-à-dire le divertissement, raconter des bonnes histoires, mais en même temps le faire en ayant un fond. Et l'Ouest Hurlant fait les deux et vraiment parle des deux. Donc en plus, j'étais d'autant plus honoré de me retrouver à pouvoir parrainer avec Estelle cet événement, parce que il reflète vraiment ce que moi j'aime et que j'essaye humblement de faire aussi dans mon boulot sur l'imaginaire, c'est-à-dire bonnes histoires, et en même temps en essayant d'ouvrir des portes, de poser des questions, de s'interroger ensemble sur le monde. Mais justement, sur le thème précisément de l'imaginaire, avec un I majuscule, on va dire, Guillaume notamment, alors ça m'a fait tilter sur le Comic-Con, parce que c'est un peu c'est un festival extrêmement célèbre aux États-Unis notamment, mais justement, en prenant cet exemple, mais également, voilà, on peut citer Imaginal, les Intergalactiques, Hypermonde, etc. Donc plein de festivals du genre. Est-ce que du coup, l'affluence des gens pour ces festivals, est-ce qu'on peut toujours parler de sujets de niche finalement, du coup, quand on voit les centaines, les milliers de gens parfois, encore une fois le Comic-Con, enfin c'est énorme, c'est presque trop aux États-Unis, parce que ça touche à la pop culture, à plein d'autres choses, mais qu'est-ce que t'en penses toi, Lionel, qui est du coup acteur directement de ce genre? Il y a plusieurs dimensions dans ce que tu viens de dire. Déjà, il y a le fait que le milieu européen et le milieu français est différent du milieu américain et du monde anglophone, de façon générale. Parce que déjà, il y a un aspect qui est important concernant la langue. C'est-à-dire que aux États-Unis, tout est forcément plus grand, et c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux, c'est parce qu'ils parlent la langue qui est standard dans le monde. Donc, dès que tu fais des choses en anglais, le marché, il est mécaniquement 1 à 2 ordres de grandeur plus grand.
Et quelque part, du coup, malheureusement, c'est toujours un peu la même chose. À partir du moment où tu brasses un public qui est 1 ou 2 ordres de grandeur plus grand, tu as une certaine liberté économique pour faire un certain nombre de trucs. En France, même si le français est quand même une langue importante dans le monde, c'est quand même vraiment pas la même échelle de grandeur. Et aussi, donc ça c'est le premier truc sur l'aspect économique. Le deuxième truc, c'est la réception. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de marché de sujet de niche? Paradoxalement, en France, oui, parce que, en tout cas à mon avis, même si ça change, parce que même si l'imaginaire est, pour simplifier, on va dire, la première culture, peut-être pas mondiale, mais occidentale, ça c'est sûr. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a Dark Vador, tout le monde sait qu'il y a Harry Potter, il y a aucun problème. Donc ce sont des cultures qui transcendent en tout cas en Occident, les cultures, les pays, les générations. À côté de ça, il y a quand même, et notamment en France, un certain vide, on va dire, en termes de reconnaissance institutionnelle, que ce soit de la part des grands médias, de la télé, des grands journaux, etc. Ce qui fait qu'on est quand même encore dans une situation paradoxale, qui est que c'est un public de niche, mais qui paradoxalement est la première culture qui rassemble tout le monde. Alors, les choses sont en train de changer. Elles semblent en tout cas bouger, changer, etc. D'autant plus intéressant aussi que justement l'Ouest Hurlant et tout ce volet recherche, parce que Marie me corrigera, mais les choses bougent aussi à l'université, où les littératures de l'imaginaire sont de plus en plus étudiées institutionnellement et tout. Ça semble être en train de changer, mais quelque part on dit que ça change depuis, en tout cas de ce que j'en sais, parce que là j'étais pas né mais depuis 50 ans, donc est-ce que c'est vrai? J'ai quand même l'impression que ça devient vrai, entre autres avec les grandes adaptations médiatiques, cinématographiques qu'on a eues, d'Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, un peu la Sainte Trinité, qui a porté ces choses-là à un public plus vaste, et du coup, d'un seul coup, quelque part en lieu, on s'est dit non mais attends, qu'est-ce que c'est finalement que ces trucs-là qui drainent tout un public et génèrent tout un intérêt que finalement on ne touche pas vraiment. Donc peut-être que les choses changent avec le renouvellement aussi des générations et de plus en plus des gens qui arrivent en situation de décision ou d'études, qui ont grandi et qui sont passionnés eux et elles-mêmes de ça. Donc on est peut-être dans une phase de transition, je l'espère, qui nous permettrait d'arriver à quelque chose qui serait peut-être un peu moins sujet de niche. Mais il y a quand même, en France, mais j'en discutais aussi avec les auteurs américains qui disent qu'ils ont un peu le même genre de résistance institutionnelle aux États-Unis malgré tout. Ça change. C'est encore paradoxalement un sujet de niche, mais peut-être que si on reparle de ça dans 5 ou 10 ans, on se dira, rappelez-vous, on y était et ça y est, c'est passé, c'est vraiment entré dans la culture générale, au même titre que le polar l'a fait beaucoup plus. Et puis est-ce que ce qui est pas en train de changer aussi, pour le coup, je pose la question à Marie également et Guillaume aussi, hein, évidemment, mais est-ce que c'est pas aussi la réception des gens qui changent par rapport à leur positionnement par rapport à la science-fiction et la fantasy? Parce que je parlais récemment avec quelqu'un de Spoilers, de notre émission justement, et on m'a dit non mais les Français ils aiment pas la SF, ils aiment pas la fantasy. Bon, le sujet est très très vaste et c'est pas là où je veux en venir, mais surtout c'est toujours ce sujet dont on a déjà parlé dans Spoilers les gens ne se rendent pas forcément compte qu'en fait ils adorent la fantasy et la science-fiction. Combien de personnes m'ont dit, en parlant de spoilers encore une fois, oh non moi machin, les épées et compagnie. Oui mais tu as regardé 8 saisons de Game of Thrones et tu es père et mère pour avoir une 9e saison si je me trompe pas, et on parle de millions de gens qui regardent ça. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est en train de changer, ou peut-être les gens sont en train de se dire ah bah si, peut-être qu'en fait je regarde Stranger Things, Westworld, et que aussi ceux qui le regardent est de plus en plus exigeant en termes de fantasy et de science-fiction. Voilà, je pose un peu ça là, Marie par exemple, parce que... Pour compléter et subdorer un peu ce qu'a dit Lionel, en effet, il y a la niche toujours, et le regard qu'on porte dessus, et le fait que c'est une communauté majoritaire, mais en même temps, institutionnellement, elle est vue comme moindre, et enfin en tout cas comme moins noble, et c'est un peu un effet... Encore une fois, Bataille, il y a ce côté où... en fait, récemment, il y a eu un documentaire, il me semble, qui est sorti, qui s'appelle La Revanche des Geeks. Donc, ces communautés-là, elles sont composées
à la base de tous ces gens qui étaient un peu exclus, rien qu'à l'école, mais qui au final culturellement l'ont emporté. Quand on regarde la programmation, notamment Netflix, pour les 3 années à venir, ils ont tout axé volontairement sur les séries d'imaginaire. Il y a pas, c'est tout part en SF, fantasy, fantastique, parce qu'ils ont compris que ça marchait. Il y a eu The Witcher en plus qui a transformé l'essai. Et ce que tu évoquais sur la Sainte Trinité, là, Lionel, avec le Sciences Anneaux, etc. En effet, il y a eu ces moments clés qui ont fait accéder au grand public des œuvres dites de niche, par des communautés geeks ou des communautés un peu exclues à la base, et donc des gens qui ont découvert les films se sont ensuite lancés dans les bouquins, puis dans les jeux, puis dans le cosplay, enfin bref, ils ont été mordus, quoi. Et en effet, ça se popularise de plus en plus, mais il y a plein de gens qui ont du mal à admettre qu'ils aiment ces gens-là parce qu'on leur dit toujours, les grands médias, ou en tout cas que l'imaginaire qu'on en a en général en société est toujours mauvais. C'est toujours le geek dans sa cave qui fait du jeu de rôle le samedi soir plutôt qu'aller voir ses copains, je sais pas. Enfin, il les voit, hein, mais bon, c'est pas les mêmes. Eux, c'est les geeks. Donc ils sont enfermés, c'est pas bien. Mais en gros, il y a toujours cette image très très négative qui est donnée de ces gens-là, dans l'imaginaire global social de les épées, les vaisseaux, les couleurs kitsch, et ça marche pas. Et c'est en train de changer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu plein d'articles qui ont parlé de comment Game of Thrones avait été médiatisé, notamment. Et ce qui est hyper intéressant quand on étudie le phénomène Game of Thrones par la série, on remarque qu'il y a plein d'articles qui ont dit que la série était bien, ouais, mais parce que c'était pas de la vraie fantasy, enfin c'était la fantasy différente. Et c'est l'article de Yann Boudier, un chercheur qui a parlé de ça notamment sur la série Game of Thrones, qui expliquait et qui travaillait sur cette notion de comment la série était devenue populaire en fantasy parce que c'était pas de la vraie fantasy, parce qu'elle était différente. Et donc il y a vraiment tout un effet de projection négation de ce qu'est le genre pour dire ça c'est différent, ça c'est bien, ça c'est de la qualité, alors que de la qualité on en a toujours eu dans ces genres-là, sinon on relirait pas les bouquins qui sortaient il y a un siècle. Il y a un peu cet effet où on nous fait croire que ça y est, ça devient meilleur, donc on peut l'accepter, donc non, c'est juste que certaines personnes qui avaient des goûts différents commencent à l'accepter, du coup ça devient noble aux yeux de tout le monde normalement. Donc il y a vraiment une question de réception hyper importante en effet, mais c'est pas que ça grandit en qualité, c'est que ça, par contre ça s'étend, la communauté s'étend et la production s'étend, mais il y a toujours eu de la qualité. Et les moyens donnés sont de plus en plus importants, donc forcément, c'est sûr, visiblement, il y aura de plus en plus de qualité. Oui, c'est ce qu'on se disait à un moment donné quand on a fait notre épisode dédié à la fantasy avec Justine Breton, c'est qu'il y a aussi une question de moyens, en tout cas pour ce qui est représentation audiovisuelle. La qualité littéraire, elle est là depuis longtemps parce que, même, on va dire, en termes de bande dessinée, de manière très très large. Mais après, les médias de masse que sont la télé et le cinéma ont fini par atteindre un niveau technique qui était nécessaire à la représentation des imaginaires. Ça a quand même été un truc qui était important, même s'il y a des réalisateurs qui ont réussi à faire des choses extrêmement marquantes avec de la symbolique et puis tout simplement avec une photographie, une réalisation, voilà, sans parler d'effets spéciaux, quoi. Mais ça a beaucoup, je pense, aidé le genre à... en tout cas, être vu par ce qu'on peut appeler le grand public, quoi. Ça, c'est sûr. Mais du coup, créer un festival aujourd'hui, ça reste un acte militant, en fait, quelque part. Nos invités font oui de la tête pour nos auditeurs. Ah oui, absolument. C'est affiché cette revendication de votre part ou non, vous avez envie de parler de ça avant tout et puis c'est militant de par le fait, quoi. C'est militant dans le sens où c'était étrange qu'à Rennes, ou en tout cas en Bretagne, il y a un tel délai d'imaginaire et pas encore de festival. C'était ça qui était bizarre, c'est qu'on a une librairie dédiée, bien plusieurs même maintenant, on a plein d'auteurs dans le coin, les Bretons se déplacent beaucoup au Festival d'imaginaire de France, et on n'en avait pas encore à nous, c'était bizarre. Ah oui, il y a une vraie communauté, au moins au niveau local. J'en place une pour Béton et Dragon, qui est une asso de jeux de rôle, je crois, si je ne me trompe pas, à Béton. Et le nom est très très bien. Un gros visé ça, et aussi un militantisme dans le sens où on avait envie d'un festival qui soit aussi davantage politique, dans le sens où on est forcément en Rennais. On est en Rennais, on est à ce groupe-là aussi de base qui est très très ancré à gauche, donc l'envie d'apporter quelque chose de beaucoup plus marqué sur le spectre politique, en tout cas dans la façon dont sont pensées les tables rondes notamment, ou dont on organise les choses. On a créé une charte notamment qui sera bientôt diffusée, une charte de respect, une charte de simplement pour éviter les problèmes de harcèlement et d'agression qu'il peut y avoir sur les lieux de festival, avec une zone d'accueil et d'écoute si jamais il y a un souci qui se présente, où le public et où les invités peuvent se rendre si jamais ils rencontrent un souci. Il y a vraiment une envie dans le festival déjà le plus inclusif possible, et aussi le plus
le plus sain possible. Donc il y a vraiment envie d'apporter cet aspect-là très très fort, tout en ouvrant à différents genres, à différentes façons de voir l'imaginaire et pas rester dans les grands chemins habituels aussi. Ça, c'est ce qu'a géré la direction artistique du festival. Je sais pas si tu veux compléter les Je suis très flatté d'être mis avec l'organisation. Je peux pas m'attirer un mérite que je n'ai pas. Je participe pas à tout le travail de titan que représente toute l'organisation, qui revient à toute l'équipe qui est sur le terrain à faire tout ce travail de titan. Et donc oui, donc c'est clairement un acte militant. Déjà parce que c'est extrêmement compliqué et c'est vraiment un énorme chantier que de monter un événement de manière générale, encore plus en ce moment. Et oui, c'est aussi un acte militant parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, il reste énormément de travail à faire pour faire connaître ces littératures-là au grand public qui en plus ont beaucoup à dire et beaucoup à montrer et beaucoup à donner à réfléchir par rapport au monde dans lequel on vit. Il y a des tas de problématiques qu'on aborde aujourd'hui sur choisissez votre poison, le réchauffement climatique, les problématiques sociales, la mondialisation, les données personnelles et j'en passe, qui sont des choses dont l'imaginaire parle depuis, aborde, alors non pas aborde, parce que c'est souvent une confusion qui peut être faite, c'est-à-dire que l'imaginaire ne décrit pas en disant il va se passer X, Y, Z. L'imaginaire parle toujours quelque part du monde dans lequel on vit, mais en prenant le biais de la prospective pour, en gros, extrapoler les tendances d'un monde. Mais donc toutes les questions par rapport au transhumanisme, la vie privée, etc., tout ça, des tas de choses ont été, j'ai peine à dire traitées ou étudiées parce que ça donne l'impression que l'imaginaire est là pour traiter des sujets de fond, alors que avant tout, j'insiste là-dessus, c'est de la fiction et du divertissement, mais pose les questions, et c'est des questions qu'elle pose, et à travers les récits et les dizaines, centaines, milliers de récits qui ont été faits, on proposait des chemins prospectifs possibles, qui étaient donc, encore une fois, des récits et des fictions, mais les questions, elles sont là depuis des décennies, littéralement, et donc, c'est aussi un jeu d'expérimentation et de réflexion mentale et de se poser toutes ces questions-là. Et donc, la fiction a l'énorme avantage d'être un terrain de jeu, en fait, un terrain de jeu mental, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se pose pas des questions graves, mais qu'on se les pose dans un bac à sable qui est, grosso modo et en simplifiant, à peu près sans risque et sans danger. En tout cas pour ce qui est de la réflexion, avant que les vrais problèmes et les vraies conséquences nous tombent sur le coin de la figure dans le monde réel. Donc c'est bien quelque part de réfléchir à tout ça ensemble dans les domaines de l'art. Et moi ça me rend toujours un peu chèvre et ça me fait toujours un peu peine quand je vois certaines vraies problématiques importantes, urgentes de société arriver sur le terrain et de me dire « Ah, tel auteur l'a traité il y a 20, 30, 40 ans, quoi ». Et ces questions-là, moi, ça m'ennuie toujours de voir la société, le grand public arriver face à ça pas préparé, alors que la SF tire la sonnette d'alarme, par exemple, depuis 40 ans, quoi. Donc, et encore une fois, dans un domaine d'expérimentation qui est artistique, donc quelque part un peu ludique, mais c'était il y a 40 ans, donc ce serait bien d'avoir ces choses-là. Donc à donner, encore une fois, ouvrir la porte, en fait, parce que l'imaginaire, et ce truc que je veux dire, l'imaginaire a un peu, Marie, tu le disais très justement, la communauté s'élargit de plus en plus et ça diffuse, et l'imaginaire, je dirais, a un peu, pour simplifier très sommairement, un peu 2 étages, c'est-à-dire que il y a effectivement tous les gens qui voient, lisent, il y a le jeu vidéo aussi, donc jouent à des univers d'imaginaire sans se poser la moindre question de c'est de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, et quelque part, peu importe d'ailleurs, ils en profitent, c'est très bien. Et ça, je dirais, c'est le premier étage où en gros il y a cette culture qui diffuse énormément et où les gens en profitent sans même savoir ce que c'est pourquoi pas. Et à la rigueur, moi ça me va très bien. Je préfère que les gens profitent de ces univers-là. Et on verra après pour les définitions. Mais après, il y a toute une culture extrêmement poussée, une tradition extrêmement poussée qui remonte
à très longtemps, et des études vraiment très creusées sur les retentissements de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est, comment ça se codifie, d'où ça vient, etc. Ce qui, là pour le coup, peut-être avoir cet aspect peut-être un peu intimidant pour un ou une béotienne qui arrive en se disant « oulala, par où je commence dans ce truc-là qui est tellement touffu ?» Donc le rôle d'un festival aussi, c'est justement d'ouvrir la porte à tout le monde et de dire « non, non, mais venez, ça va être cool, il y a tout ce que vous aimez et quelque part sans savoir que ça en faisait partie, il y a tout ce que vous aimez, venez en profiter et on va se rencontrer encore une fois justement à l'interface entre le divertissement et la réflexion, parce que c'est ça qui fait le sel et la force aussi de ces genres-là, pardon. Et justement, comment est-ce que tout ça se reflète dans le programme, du coup, si on peut parler un petit peu plus précisément des événements à l'intérieur de l'événement. Marie, peut-être, du coup, tu peux nous en dire plus de ce programme qui est déjà en 2 volets. Il y a il y a 2 jours qui est consacré aux scolaires et le reste au grand public, on va dire, c'est bien ça? C'est ça. Il y a 2 grands temps du festival. Le premier, c'est les jeudis et vendredis, et c'est des journées scolaires. Comme en fait plusieurs festivals, les Imaginaires et les Utopiales ont ça aussi, c'est des journées qui sont réservées au public scolaire, où en gros, ce sont des classes qui vont être invitées à l'initiative de leur établissement à venir assister à des tables rondes préparées à des animations préparées Autour de ça, il y a un prix collège et un prix lycée, donc c'est sur ce jour-là qu'ont lieu la remise des prix. Donc on avait lancé au cours de l'année une sélection d'ouvrages en disant aux différents établissements, il y a ce prix-là, on laisse vos classes participer si elles le désirent, il y a tel bouquin à lire, et à la fin on va y lire, on va voir qu'est-ce qui ressort, quel est le bouquin qui recevra le prix donc pour le lycée ou le collège. Il y a aussi un concours de nouvelles qui a été mis en place, etc. Et donc le but, c'est d'accueillir ces classes-là et de les accompagner ces 2 journées-là en journée scolaire, donc. Et le temps grand public qui lui est ouvert au public. Les noms sont hyper clairs, donc c'est pratique. Donc grand public, entrée gratuite, et là tout le monde peut venir, c'est pas sur invitation de ça, donc c'est vraiment ouvert. Et donc là on va avoir une programmation qui est axée à un public plus adulte, forcément, mais qui va aussi permettre d'accueillir des familles, donc il y aura toujours de quoi occuper tout le monde, ça c'est important aussi. Qu'il n'y ait pas de séparation des familles parce qu'il n'y a rien pour les enfants et du coup c'est compliqué. Non, il y a forcément quelque chose. Mais donc en gros, cet accueil-là qui va accueillir aussi le salon du livre, donc les stands de dédicaces, le chapiteau des livres, le chapiteau ludique, etc. Et donc c'est vraiment les 2 grands temps, et avec sur les 4 journées des tables rondes consacrées à la science-fiction, fantastique, sur des thématiques différentes, parfois qui se recoupent, parfois pas, ou qui font des ponts les uns avec les autres, parfois avec des auteurs complémentaires aussi, parce qu'il y a les autrices qui sont invitées sur les 4 jours, d'autres sur les 2 premiers, et d'autres sur les 2 derniers. Voilà. C'est complémentaire et en même temps différent, puisqu'on peut pas accéder aux journées scolaires quand on n'est pas au collège, lycée, qu'on n'a pas été préparé à ça par l'établissement. Oui, non, c'est une super initiative. Comme tu le disais, les festivals le font de plus en plus, mais de pouvoir avoir justement un temps dédié aux scolaires pour faire justement un peu la pédagogie autour de ces sujets et amener ce petit supplément d'âme et de réflexion qu'il peut y avoir par rapport à une lecture qui serait purement divertissante et qui, de base, de toute façon, est là aussi pour ça, parce que en fait, c'est ça qui est assez amusant, c'est que quand on est petit, on a tous et toutes tendance à lire justement des choses qui sont issues de l'imaginaire. Et pourquoi, à un moment donné, certaines personnes vont perdre un peu ce goût-là. Voilà, peut-être que effectivement, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la chance d'aller à un festival comme l'Ouest Hurlant. L'autre chose qui nous a marqué et qui est aussi de plus en plus visible, mais vous le faites particulièrement bien, je trouve, c'est cette composante ludique que vous avez au programme. Vous avez proposé beaucoup d'animations diverses et variées, et avec cette composante de jeu à chaque fois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous parler de notamment ce spectacle dont on est le héros, ce genre de choses? Oui. En fait, ce pôle ludique est très très lié à l'histoire du festival. Comme je le disais au début, on était le laboratoire imaginaire avec cette nouvelle, puis en fait, on s'est rejoint d'autres associations étudiantes, notamment de Rennes 2, dont l'Ordre Typhonique, qui est donc l'association ludique de Rennes 2 et qui s'est monstrueusement bien investi dans l'organisation du festival, qui a organisé plein de choses, apporté plein de bénévoles, etc. Et plein de ressources aussi. Et comme
une grande partie du laboratoire d'imaginaire est investi dans le ludique. On parlait plus haut des communautés, etc. Et ce qui est drôle dans la communauté de l'imaginaire, c'est que souvent, quand quelqu'un lit, il va aussi regarder et jouer. Donc tout est complémentaire. Il y a toujours cette espèce de cercle qui se retrouve autour de l'imaginaire. Et donc ils étaient à fond dans l'idée d'avoir plus de ludique dans un festival, parce que eux ils avaient envie que ce soit davantage préparé, pas juste une table dans un coin en fait réservée à la fête de jeux de rôle, non, vraiment des animations, quelque chose de pensé pour, avec une orga autour, etc. Donc on va avoir différentes animations, il y aura des soirées qui sont donc des loups-garous immersifs, donc des loups-garous géants avec décors en gros. Je suis pas dans cette orga là, donc je peux pas trop en dire, ça c'est leur Stéphanie qui gère, mais je sais qu'ils le font très bien, et donc c'est un loup-garou de masse en fait le soir, en gros, avec décor et etc. et ambiance. Et il y a aussi le spectacle dont vous êtes le héros. Là je peux en dire davantage parce que je le mets en scène, notamment parce que je fais partie de l'équipe du REC Escrime, donc une école d'escrime artistique et sportif, mais surtout artistique, qui est basée à Rennes, à Villejean. Et donc, quand un membre de l'Ordre Stéphanie qui est venu nous parler de cette idée d'un spectacle, etc., où le public participerait, il y aurait des combats, je lui ai dit, il y a de l'escrime, je connais de l'escrime, je connais des gens qui font de l'escrime, j'en fais, on peut peut-être faire un truc. Et on a discuté, on a monté ce truc-là, et en gros, je gère l'équipe qui va se battre. En gros, donc on a une espèce de scénario à choix multiples, en fait, simplement comme un livre dont vous êtes le héros, donc avec plein de versions alternatives, et donc il y a des différentes possibilités pour le scénario, dont des possibilités de combat. Donc les choix du public vont influencer les combats, qui gagne à la fin, quel art, etc. Et donc on se tortille la tête depuis 2 mois là, pour essayer de trouver toutes les potentialités, essayer de retenir toutes les variantes. C'est vraiment génial. Ouais, donc c'est super. Donc on a vraiment hâte de voir ça parce que c'est vraiment nouveau. Généralement les spectacles d'escrime c'est plutôt des démonstrations où on a tel duel à la suite du tel autour d'un grand thème ou pas. Là on a vraiment cette idée où avant de se battre on sait pas, là on va nous montrer la carte de la solution choisie par le public juste avant le combat et on y va, on sait que c'est celui-là, mais donc ça demande de la mémoire, de l'orga, et je trouve que c'est hyper stimulant. Enfin moi j'aime beaucoup organiser ça et voir l'équipe gérer ça. Et l'association justement entre pas que de l'escrime sur scène, mais aussi tout l'aspect narratif et tout l'aspect participant du public, ce gros mélange là qui est assez sémillant, j'aime beaucoup. Et vous avez aussi des tables de jeux de rôle qui seront ouvertes, il me semble. Oui, c'est ça. Il y aura aussi des tables de jeux de rôle gérées par des bénévoles de l'association, donc différents MJ, différents jeux. Il y aura aussi des jeux de plateau, plein de choses. Voilà. C'était important ça, d'intégrer le jeu de rôle. Ça me fait penser à ce que disait Lionel un peu plus tôt sur le fait de rendre les gens acteurs de ça, parce que les jeux de rôle c'est quelque chose qui paraît très niche, encore une fois, en tout cas très presque opaque pour les gens qui. Mais j'en sais quelque chose. Moi, avant d'en faire un, je me disais mais et vous faites ça pendant des heures, mais je comprends même pas le principe. Et en fait, spoiler, c'est génial les jeux de rôle. Et pour le coup, je pense que ça peut être un peu difficile effectivement d'amener les gens à tester par eux-mêmes. Mais est-ce que voilà, encore une fois, presque, on parlait de militantisme, mais c'est un peu l'idée, non? Ça fait partie intégrante de la fantasy, j'imagine, des pratiques de la fantasy. C'est hyper lié à l'histoire de la fantasy, c'est-à-dire que quand il y a eu les bouquins, quand il y a eu Sanano qui est sorti, il y a eu des jeux de rôle qui ont un peu s'emparu après, enfin, il y a eu Donjons et Dragons en premier, bien sûr, mais ensuite, les jeux de rôle ont eu tendance à s'inspirer de l'imaginaire et à se créer en regard des grands succès ou des bouquins phares, des gens qui jouent aux jeux de rôle et disaient, on faut qu'on fasse un jeu de rôle là-dessus, on va créer quelque chose. Donc c'est vraiment, hyper lié, et comme je le disais, il y a l'équipe d'Orga qui est très très investie dans le jeu de rôle, enfin, beaucoup tenaient le podcast Ludologie, donc il était consacré à ça, donc enfin, c'est pas imaginable de faire sans pour eux, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'on peut complètement, alors je sais pas si c'est vrai, peut-être que vous allez nous le dire, mais imaginez que le jeu de rôle justement est une passerelle vers l'écriture, puisque bien sûr le jeu de rôle est quelque chose qui peut se consommer préfet via tout un tas de livres et de scénarios déjà écrits, mais on voit aussi que au bout d'un moment, au bout d'une certaine ancienneté ou d'une envie, le jeu de rôle peut être écrit sur mesure par justement les MJ pour faire vivre des aventures, et j'imagine qu'il y a des auteurs de fantasy qui viennent du jeu de rôle ou qui ont également écrit du jeu de rôle. Je sais pas si toi, Lionel, tu as des parallèles comme ça dans ta pratique qui s'est fait. Je crois que tu es rôliste un petit peu, sur ton site tu en parles très très brièvement, mais il y a des parallèles qui se font vraiment comme ça dans la littérature du coup? Alors totalement, il y a toute une école d'auteurs de fantasy français, et donc du
qu'on placerait en gros la première, pour simplifier, la première écurie de Mnemos dans les années 90, donc avec Fabrice Collin, Sabrina Calvo, qui sont rôlistes. Alors Fabrice, je suis sûr, Sabrina, j'ai un doute, mais Pierre Grimbert, je pense, l'est aussi, etc. Ils écrivaient aussi pour des magazines de jeux de rôle genre Casus Belli. Moi, j'en ai commis aussi. Donc oui, il y a complètement dans alors la passerelle, le fait de raconter, de créer ces histoires, et en fait de découvrir le plaisir de raconter, créer des histoires avec ses joueurs et joueuses, effectivement, débouche très naturellement sur le fait d'avoir envie d'en écrire pour soi-même. Le fait de de créer un monde intéressant et de le faire fonctionner, c'est évidemment le même genre de plaisir dans les deux. Je modérerais juste sur le fait que une histoire de jeu de rôle fait rarement un bon roman, et un bon roman fait rarement une bonne histoire de jeu de rôle. Par le fait que Jean-Philippe Jaworski aussi, rôliste, il avait écrit Tédéum pour un massacre, qui est auteur de fantasy aussi maintenant, très 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 grand. Le fait est que le jeu de rôle est une co-création de base, c'est-à-dire qu'on l'a créé avec ses joueurs et joueuses, donc il y a constamment un feedback, même si le ou la MJ crée son scénario, crée pour ses joueurs son univers avec son scénario, même si c'est quelque chose qui est créé de toutes pièces, l'action des joueurs et joueuses va forcément venir influencer le déroulé du jeu en retour. Donc c'est vraiment quelque chose même s'il y a un conducteur de la part du MJ, c'est quand même quelque chose qui se crée de façon coopérative, alors que par définition, sauf qu'on écrit à quatre mains, mais par définition, quand on écrit une histoire, on est seul maître ou maîtresse de son univers et de son déroulé et de ses personnages. Donc ce qui va être intéressant en jeu de rôle va pas forcément l'être autant en roman, et ce qui va être intéressant en roman, par exemple, je sais pas, mettons les trajets intérieurs d'un personnage, va pas forcément bien se transcrire en jeu de rôle. Donc, mais il y a évidemment des mécaniques narratives au sens large qu'on va retrouver dans les deux. Donc je dirais pas que ça, je modère juste ça, parce que c'est vrai que c'est des fois c'est une conception qu'on peut avoir. Je la modère juste parce que ça ne se calque pas forcément, mais bien entendu, on a le goût de la narration, on a le goût de créer et de faire vivre des univers, et là évidemment il y a totalement une passerelle entre les deux. Oui, on a l'exemple récent d'une troupe, je vais appeler ça comme ça, de jeux de rôle aux États-Unis, d'Actual Play, qui est très connu pour avoir justement mené de multiples campagnes en ligne sur Twitch, et qui là a vu adapter son histoire en série télé sur Prime Video. Clairement, il y a eu un travail d'adaptation. C'est pas stricto sensu le scénario de la campagne qui a été porté sur l'écran. Il y a eu forcément un travail de réécriture, etc. On voit bien que dans ce cas de figure précis, il n'y a pas de décalque parfait qui peut exister, parce que la narration n'est pas la même, la temporalité n'est pas la même, les interactions sont pas les mêmes, quoi. Donc effectivement. Et si on revient, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, si on revient un petit peu au festival, c'est quoi l'ambition un petit peu de l'Ouest Hurlant dans le futur ? Ça, c'est une première édition là cette année, qui est déjà bien dense, bien ambitieuse, bien riche, mais j'ai ouï dire qu'elle était peut-être elle était light par rapport aux ambitions que vous auriez. Ça veut dire quoi ? Est-ce que du coup l'année prochaine on peut s'attendre à encore plus ? Littéralement, le mot light, c'est celui qu'on a lâché quand on a pensé cette édition-là, parce qu'elle est inscrite dans un contexte de Covid, et donc on n'était pas certain de pouvoir la faire, donc être trop ambitieux, aller jusqu'au bout de nos ambitions dès le début, sachant qu'on n'avait pas, c'était pas certain d'avoir toute subvention, qu'on n'était pas encore installé, donc on n'avait pas encore de fonds, ce qui va être compliqué aussi sur la suite, on va revenir là-dessus, mais c'est un festival à entrée gratuite, donc on va devoir toujours dépendre de subventions, en tout cas de dons, pour pouvoir se maintenir, en tout cas maintenir cette qualité et cette ambition-là sur le long terme. Mais le festival restera toujours gratuit, c'est ça aussi l'acte militant, c'est le festival gratuit. On pourra parler militantisme plus haut, mais ça c'est hyper important. Et donc version light, parce qu'en effet, Covid, donc on voulait limiter un peu nos ambitions, et aussi parce que on voulait être raisonnable par rapport au fait que c'est une première édition, et
on était en train à ce moment-là aussi de voir pour organiser ça avec Rennes 2 qui va donc aussi gérer la partie scolaire, c'est dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est eux qui portent les parties scolaires notamment, et ils nous aident pour la partie grand public, mais donc le lieu aussi qu'on a, qui va être la Cité Sévigné, qui est donc gracieusement prêté par le Crous, est petit, donc on peut pas tout faire. En vrai, mais dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, c'est forcément intégrer sur le long terme une partie jeux vidéo, une partie cinéma et séries. Enfin, évidemment qu'on aimerait faire tout ça et que c'est dans les plans et dans les grands rêves, donc on ne sait pas si on le fera. Mais dans l'idée, c'est là et c'est là depuis le début, c'est sûr. Mais déjà, l'année qui vient, on essaiera de varier aussi les invités, pas de varier, mais d'avoir toujours autant d'invités dans accès littérature, nouvelles, BD, etc. Mais aussi de s'ouvrir à ce que je disais, donc les autres médias, la série, la télévision, avec des invités. On pensait notamment peut-être essayer de faire venir les gens d'Arcane, parce que on est fan du coup de la série. Donc, bref, on va voir, mais ça a pas vocation à rester ce format-là, normalement. Et il y a eu des partenariats qui sont prévus peut-être avec d'autres festivals? C'est quelque chose que vous avez présenté, il me semble, pendant votre programme, non? Peut-être par le biais de faire venir des invités d'Amérique du Sud, ou je crois qu'il y a eu comme ça des mentions de partenariats, enfin en tout cas de ponts qui se faisaient avec Épinal, il me semble. Oui, en fait, on nous a beaucoup... l'équipe des Imaginels nous a aidés, notamment Stéphanie Nico et Jean-Baptiste Follet, nous ont aidés en répondant à quelques questions d'organisation, nous ont donné des conseils, etc. Ça, c'est certain. Les Utopiales aussi. Donc, et Hypermont. Donc, il y a vraiment cet esprit d'entraide qu'il y a entre les différents festivals. Notamment, on fait exprès aussi au niveau des dates de pas se chevaucher les uns les autres, de faire en sorte de pas monopoliser trop les uns les autres. Donc non, c'est vraiment toujours cet esprit-là de collaboration, ouais. Donc il y a une vraie discussion entre les différents festivals de l'imaginaire en France. Voilà, c'est super. Ouais, communauté de geeks, hein, comme on l'a dit. On revient en même temps. Oui, le côté communautaire se crée naturellement. Ok, très bien. Écoutez, ici chez Spoilers, on est spécialisé dans la série télé. Hein, vous le savez. Enfin, la série télé. La série télé est bien sûr SFF pour faire simple, qui nous habituait à des cycles, de grands cycles sériels, et qui sont issus tout simplement de la littérature. On pense à Fondation, à The Witcher. Récemment, on a parlé de The Wheel of Time également. Donc qui ont une origine littéraire avant tout. Est-ce que tout simplement Lionel, Marie, est-ce que vous-même déjà vous êtes férus de séries, télé, tout ça? Est-ce que vous êtes consommateur, consommatrice? Tu parlais d'Arcane à l'instant aussi, qui n'est pas du tout issu de la littérature, mais qui a une origine vidéoludique. Mais est-ce que tout simplement Lionel, est-ce que toi tu es consommateur à l'heure actuelle de nouvelles séries qui arrivent? Absolument, je suis très en retard. Enfin, je suis un peu en retard là sur les actus récentes. J'ai pas vu Arcane par exemple, mais oui, absolument. Je corresponds totalement à la description du geek qui était dans sa cave. Mais j'avais des copains, on jouait à Donjons et Dragons. Et là, le jeu vidéo et l'image série télé cinéma, c'était vraiment moi mes deux premiers médias pour découvrir l'imaginaire quand j'étais ado, et évidemment j'ai pas arrêté quoi. Et toi Marie, du coup, Arcane, qui t'a marqué récemment, si j'ai bien compris? Alors, je n'ai pas encore eu le temps de le voir, mais je sais qu'il faut absolument ça dans la pile. Mais ça fait partie de mon problème en fait, c'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir faire trop de choses, et les séries prennent le temps, et j'adore ça, c'est pas un souci, mais c'est comme pour les jeux vidéo, j'adore ça, mais j'ai pas trop de temps d'y consacrer, et pour apprécier la série ou apprécier le jeu, j'ai besoin d'y consacrer plusieurs heures d'affilée, que je n'ai pas souvent. Du coup, dans l'idée, oui, quand je suis en vacances, j'adore, mais en soi, si, j'aime beaucoup les séries, enfin, notamment parce que c'est lié à mon travail, mais donc de regarder les séries françaises qui sortent, etc. Notamment la The Witcher, qui est la dernière grosse que j'ai vraiment regardée, vraiment appréciée. Comme j'en consomme peu, c'est la dernière, j'en suis en retard, vous voyez. Mais si, complètement. En même temps, comme on le disait, comment ne pas être en retard au vu de la production actuelle et des différentes plateformes de diffusion des séries, hein. Tu le disais là par rapport à Netflix qui programme un catalogue à venir basé sur les cultures de l'imaginaire. C'est clair que de toute façon, c'est quasiment impossible de tout voir. Donc, voilà. Du coup, je m'inquiète pas trop et je culpabilise pas. Ouais, c'est ça.
tant que les plateformes sont disponibles, tu pourras rattraper ton retard, il y a aucun souci là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, on fait un petit peu aussi ce travail-là, finalement, de se poser la question des gens qui sont derrière les séries. On parle de showrunner quand on parle de séries télé, de ces personnes qui ont cette casquette comme ça d'auteur et de directeur, on va dire, de la chambre d'écriture avec différents auteurs, etc., qui est vraiment la personne forte dans la création d'une série. Et donc, du coup, on s'intéresse forcément aussi à la manière dont sont écrites les séries, dans les techniques d'écriture, etc. Lionel, tu as publié l'année dernière un livre, justement, qui réfléchit à la manière d'écrire, là, pour le coup, plutôt de la fiction. Ça s'appelle « Comment écrire de la fiction, rêver, construire et terminer ses histoires ». On se rend compte qu'il y a évidemment dans la fantasy en proprement parler, mais aussi dans la SF et le fantastique de manière générale, cette notion de saga, de sérialité qui est très présente. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait partie de l'ADN du genre, ou est-ce que ça fait partie d'une espèce d'idée comme ça, idéale en tant qu'auteur, de se dire un jour j'écrirai une saga. Est-ce que toi, en tant qu'auteur, comment tu abordes cette notion de sérialité? Tu t'as écrit toi-même, tu es en train d'écrire toi-même une saga, on le rappelait au début de l'émission. C'est quoi ton rapport à ça, dans l'écriture, en tout cas dans la littérature, à cette notion de sérialité comme ça? Alors c'est une question qui est vachement complexe parce que il est difficile de la dissocier de ce qui fait partie de l'essence du genre et de ce qui fait partie des grands noms du genre. Tu parlais de la fantasy par exemple avec l'aspect sériel, le grand, en tout cas la référence connue évidemment pour la fantasy, c'est Tolkien, constructeur de monde. Donc le côté construire son propre monde, son univers et le voir vivre, et je pense un rêve pour beaucoup d'auteurs et autrices en herbe. Je sais que c'était le mien il y a une vingtaine d'années quand j'ai jeté les bases de l'univers où je place maintenant beaucoup de choses dont les dieux sauvages. Donc il y a cet aspect effectivement bac à sable narratif et puis aussi il y a l'envergure de ce qu'on peut faire avec un monde. Il y a le côté complètement épique qui est que on peut se payer le luxe de faire des cataclysmes ou de refaçonner la géographie, et il y a un côté il y a un plaisir de démiurge qui est vachement présent. Donc mais à côté de ça, par exemple en science-fiction, même si en science-fiction, si on prend les grands univers, on peut imaginer Star Trek, Star Wars, qui sont là aussi grandes sagas et tout. Mais en forme littéraire, par exemple, on pourrait aussi arguer que la nouvelle, par exemple, est un champ assez royal pour la science-fiction, parce que ça permet de traiter une idée forte avec une chute en peu de temps. Donc et je ne sais pas si c'est vraiment substantiel de l'imaginaire à part entière. Une chose est sûre, c'est que c'est évidemment très présent, et d'ailleurs, ne serait-ce que dans l'expression, on parle là, depuis le début, on parle de l'imaginaire au sens large, finalement, toute fiction est imaginaire quelque part. Donc, en fait, quand on parle d'imaginaire, c'est un raccourci pour dire les littératures des mondes imaginaires, ce qui du coup dit bien ce que ça veut dire, c'est que de base, les genres de l'imaginaire se situent dans un monde qui est en décalage avec le nôtre. Donc, l'envie d'écrire une grande... Alors après, je sais que ça touche pas tout le monde, mais c'est vrai que, évidemment, écrire une grande saga hippique avec plein de souffles et plein de personnages, c'est un défi, je pense, qui est irrésistible. En tout cas, je sais que pour moi, c'était irrésistible, et ça permet de raconter des histoires avec énormément de souffle. Alors, concernant les pièges, justement, le piège, justement, c'est de s'essouffler au milieu, je dirais. Donc, la saga, c'est... Alors, par rapport à la saga aussi, par rapport à la saga littéraire, par rapport à la série, on a de plus en plus maintenant avec le streaming, on a des séries qui sont finalement un long film, on va dire de 7-8 heures. Ce format s'est vraiment implanté avec les services de streaming. Avant, on avait ce qu'on appelait les séries à fil rouge,
où en fait on avait des épisodes qui étaient plus contenus, mais il y avait un fil rouge qui maintenait tout. Le premier exemple qui me vient, même si c'est un peu plus ancien que ce que j'aimerais la citer tout de suite, mais c'est par exemple c'est X-Files, où il y avait ces épisodes à fil rouge qui faisaient avancer le truc, mais à côté de ça, on avait peut-être le monstre de la semaine. Donc l'écriture, alors moi j'ai jamais scénarisé de série, hein, mais l'écriture de la série actuelle se rapproche peut-être beaucoup plus de la saga littéraire, au sens où tout ce qu'il y a dans la narration va plus ou moins contribuer au fin mot de l'histoire. Il y a dans la série télé avant, on avait un peu l'épisode filler, Doctor Who par exemple aussi, hein, qui fait encore ça. Mais ça c'est lié au fait que c'est diffusé à la télé, donc il faut quand même que le téléspectateur ou téléspectatrice puisse attraper l'épisode et peut-être attraper le truc, même si ou elle a pas eu les 5 épisodes qui précèdent, alors que dans le streaming en général on regarde les trucs dans l'ordre. Voilà, exactement. La saga littéraire se rapproche beaucoup plus de la série faite pour le service de streaming, qui est c'est une grande histoire découpée en volumes ou épisodes, etc. Donc les pièges et la difficulté, c'est que le premier truc, c'est que c'est ultra complexe à gérer, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais écrit une saga avant, mais qui était une trilogie de thrillers fantastiques qui était Léviathan. Là, avec Les Dieux Sauvages, où en gros je suis en train de terminer le 5e tome, j'y suis depuis 5 ou 6 ans, à ne faire que ça à plein temps. Il y a une complexité absolument monstrueuse concernant le monde, les fils narratifs, le nombre de personnages, etc. Et très honnêtement, j'ai pu me lancer dans un projet de cette envergure simplement à une fois un certain niveau d'expérience acquis. C'est pas possible autrement, quoi. Donc la première, je dirais la première épreuve quand on veut écrire de la saga, c'est d'arriver à comprendre suffisamment bien ce qui fait une histoire et ce qui va maintenir l'intérêt sur le long terme, pour arriver simplement à construire son projet d'une manière à ce qu'il s'effondre pas au milieu, et que aussi l'auteur ou autrice s'effondre pas sous le poids de la charge, parce que par exemple 5 ans, ça paraît énorme. Oui, et encore, finalement, à la réflexion, j'aurais peut-être pu en prendre davantage, ça aurait pas, enfin, je vais y arriver, mais finalement, je déborde par rapport à moi ce que j'avais prévu. Je pensais que ça serait un projet de 3 ans, ça va être un projet de 5-6 au final, quoi. Donc, dans l'industrie, si vous construisez des fusées ou des centrales nucléaires et que vous doublez les délais, en général, on vous fait les gros yeux. Bon, moi, ça va. Je fais pas des trucs qui sont secret défense, c'est pas grave. Mais donc, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, le truc de base, c'est, en fait, on retrouve dans la saga toute la complexité qu'il y a dans le fait d'écrire une histoire, mais puissance 10, avec en plus ce qu'il y a, et puis voilà, ça c'est très, on pourrait partir dans beaucoup de trucs, mais dans la saga, par exemple, on a beaucoup plus de personnages que dans une histoire peut-être plus resserrée, et donc ça rajoute une combinatoire complexe, c'est-à-dire que si vous écrivez, je schématise, si vous écrivez une intrigue amoureuse avec 2 personnages, ça va être relativement facile, il y a l'un versus l'autre. Si vous faites un triangle amoureux, il va y en avoir 3, ça multiplie les interactions. Si vous avez 8-10 personnages point de vue, plus tous leurs entourages, la combinatoire des relations, des histoires va juste exploser de manière exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'on raconte, ça implique aussi de savoir, de se dire qu'est-ce qu'on va raconter, sur quoi on va mettre le focus, qui va être important, qui va servir le projet de long terme. Donc il y a une saga, ça met c'est l'épreuve du feu pour tout ce qui est narration, caractérisation, dynamique, tension narrative, construction de monde, etc. Et donc comment l'enseigner, je dirais, en fait, il faut commencer par bien bétonner ce qu'est une histoire. Et une fois que c'est ça, en fait, ça ressemble à jongler avec des assiettes, hein. On rajoute des assiettes, on en jongle avec de plus en plus. Et une fois qu'on écrit une saga, on espère arriver à la fin sans avoir cassé des assiettes, en gros. Mais justement, moi, dans le titre Convaincre la fiction, rêver, construire et terminer ces histoires, c'est le point qui m'a un peu intrigué, enfin qui m'a vachement intrigué même dans le site, parce que effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, on peut faire le lien avec la série directement. Parce que sa fin a énormément fait parler il y a quelques années, et parce que j'en ai parlé dans cette même émission, c'est Game of Thrones. La saga littéraire n'est pas terminée, et la fin de la saga série a été très 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 mal reçue par
beaucoup de gens du public, ce n'est pas mon cas, on en a parlé plusieurs fois ici, mais moi j'ai trouvé ça bien, mais justement, est-ce que, enfin, pour le fait que tu les mets dans ton titre est révélateur de l'importance que ça a. Est-ce que toi, en tant qu'auteur sur Les Dieux Sauvages notamment, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles d'avoir dès le départ, de savoir où est-ce que tout ça va, parce que pour le coup de George Martin, il savait où la série allait se diriger pour son point final. Il en avait parlé au producteur Benioff et Weiss au cas où il mourrait avant la fin. Bon, Dieu merci, il n'a pas eu de souci. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est parce que dans les séries télé, c'est extrêmement difficile de faire une fin qui va plaire à tout le monde, parce que les gens s'y sont attachés pendant parfois 10 ans. Voilà, j'ai envie de te lancer sur ce sujet un peu vaste, mais par le prisme de la série télé, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il y a, en fait, dans le fait de terminer, il y a deux choses. Il y a dans ce que tu évoques, il y a faire une fin, qu'on va dire, faute de meilleurs termes, satisfaisante. Alors, c'est difficile d'être prescriptif, c'est-à-dire de dire il faut savoir la fin avant de commencer. C'est difficile d'être prescriptif parce que il y a autant de manières de travailler qu'il y a d'auteurs et d'autrices. L'aspect terminé, donc il y a effectivement ce que tu évoques sur le fait de faire une fin satisfaisante, il y a aussi le fait que démarrer un bouquin, c'est relativement facile, conserver, il y a un aspect purement de discipline et d'arriver à franchir les 500 pages qui se séparent de la fin, et souvent c'est un truc qui bloque les jeunes auteurs. Donc dans le bouquin, je voulais traiter un peu les deux choses qui sont l'aspect purement matérialiste et technique, de se dire qui est d'une part comment est-ce que je peux garder la motivation et la discipline d'arriver jusqu'à la fin, et souvent ça repose sur au secours maman, je suis à la page 250 de mon histoire, et en gros j'avais vaguement le début, j'avais vaguement la fin, je suis au milieu du désert, qu'est-ce que je raconte là? Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur, et ça comment arriver à en fait surmonter cette difficulté au jour le jour quand on est à la page 250 et qu'on voit pas la fin, ça revient à comprendre et essayer de maîtriser, d'appréhender ce qui fait vraiment le sel d'une histoire, parce que toutes les pages idéalement devraient être intéressantes pour qu'on ait envie que le lecteur arrive à la fin. Donc il y avait cet aspect-là qui pour moi, j'y tenais beaucoup dans ce bouquin-là. En fait, finalement, terminer découle de construire. C'est-à-dire que si tu sais construire une histoire, globalement, tu vas savoir la terminer parce que tu sauras à chaque page, ça veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que si tu sais construire une histoire et si tu sais comment ça fonctionne, globalement, tu peux pas caler. L'angoisse de la page blanche n'existe entre guillemets plus parce que les questions ne deviennent pas « Bon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter ?» mais qu'est-ce que je peux raconter maintenant de pertinent qui va m'amener plus loin et qui va me rapprocher de ma fin si je la connais ou de me faire avancer tout simplement si je connais pas ma fin, parce qu'il y a vraiment les deux types d'auteurs. Personnellement, je sais toujours mes fins. Je peux pas travailler autrement parce que j'ai besoin de savoir que ce que j'écris sert une finalité, et la finalité c'est justement la fin. Alors sur la fin, qu'est-ce que c'est qu'une fin satisfaisante? Dans chez les scénaristes, il y a la notion en anglais qui s'appelle promise payoff, c'est-à-dire promesse paiement, qui pour moi est la clé de ce qui est de terminer une histoire. Terminer une histoire, c'est pas forcément dénouer, même si c'est souvent ça, dénouer les fils de l'intrigue, c'est pas forcément avoir une fin qui doit être heureuse, malheureuse. La fin, elle laisse ce que l'histoire exige, et ce que l'histoire exige, c'est que les promesses narratives soient payées, c'est-à-dire que l'on ait adressé les promesses que l'histoire a faites. Et je suis navré, je vais quand même prendre l'exemple de Game of Thrones, parce que du coup, si vous en avez parlé, en plus, il est d'autant plus parlant. Pour moi, la fin de Game of Thrones est insatisfaisante, non pas pour les gens non pas pour les raisons que beaucoup de gens ont données, notamment oh là là, Daenerys a pété un câble, mais c'était en germe depuis le début, ça. Je veux dire, quand elle crucifie les maîtres sur la route de je sais plus quel bled, les maîtres esclaves, c'est quand même pas forcément quelqu'un qui pratique l'amour de son prochain, et on pouvait quand même s'attendre à ce que ça tourne mal. Non, le truc qui pour moi est un manquement dans la fin de Game of Thrones, c'est que globalement, pour moi, il y a une rupture de paiement, et c'est juste pour illustrer le truc, il y a une rupture de paiement qui est assez grave pour moi dans la fin de Game of Thrones, qui est que on vous raconte cette histoire, on vous raconte l'histoire de Game of Thrones, on vous raconte une histoire de manière générale, quelle qu'il soit. La première promesse narrative, c'est
Ce que je vous raconte va avoir de l'importance, c'est bien pour ça que je vous le raconte. C'est bien pour ça que j'aurais envie que vous passiez 500 pages, 1000 pages, 8 saisons avec moi, et à la fin, il va y avoir un paiement de cette promesse qui va venir justifier le chemin parcouru. Et un des paiements les plus importants dans la fantasy depuis que la fantasy existe, toutes les œuvres le font pas, mais c'est quand même un trope, c'est-à-dire c'est quand même un archétype très fermement ancré, qui remonte à Tolkien, on vous raconte cette histoire parce que c'est quelque part il y a un changement d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un changement de monde. Le monde ne pourra pas être le même après l'histoire qu'on vous a racontée, et quelque part c'est pour ça qu'on vous la raconte. Et c'est en germe dans Game of Thrones tout le temps. Daenerys, elle arrête pas de dire qu'elle veut casser la roue, on imagine qu'il va y avoir un changement de truc, et en gros on arrive à la fin de Game of Thrones, qu'est-ce qui se passe? Il passe vaguement une monarchie parlementaire. Et c'est business as usual. Et pour moi, les dragons s'en vont, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et oui, on a vaincu les marcheurs blancs, mais à la rigueur, on nous raconte cette guerre-là, on aurait pu nous raconter celle qui avait 1000 ans ou avant ou 1000 ans plus tard. Et pour moi, il y a rupture de promesse sur Game of Thrones. Et après, on peut décider on peut discuter, on n'a pas aimé la fin de comment ça se passe avec les marcheurs blancs, on a aimé, pas aimé le virage que prend Daenerys. On peut l'expliquer de 1000 façons, le fait que le format était raccourci, fait que le format de la saison était raccourci, qu'il n'y avait pas la fin avec Martin. Il y a plein il y a eu plein de contingences avec lesquelles il a fallu qu'ils jouent, qui sont plus ou moins explicables, plus ou moins acceptables. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la situation qu'ils avaient. Et ça, pour moi, on aurait pu préférer autre chose, et ça s'explique et ça s'excuse. Pour moi, le truc qui est important, c'est de payer ses promesses narratives. Et payer ses promesses, ça veut pas dire, par exemple, dans une histoire, dans une intrigue romantique, que A va sortir avec B à la fin, mais ça veut dire que cette question-là sera traitée. On ne l'aura pas laissée sur le tapis. Okay. Et c'est ça, pour moi, qui est important dans le fait de terminer, d'ailleurs, c'est dans le bouquin, je parle du promesse-paiement, c'est un des axiomes, pour moi, les plus fondamentaux d'une histoire. Et donc, du coup, la question devient, quand on écrit, est-ce qu'on a besoin de savoir la fin ou pas? Est-ce que vous avez besoin de savoir comment vous voulez payer vos promesses, ou est-ce que vous voulez le découvrir à l'écriture? Moi, j'ai besoin de savoir. Et que le monde ne sera plus le même. Alors, c'est marrant ce que tu expliques, parce que ça m'évoque directement la fin d'une autre série qui a pour le coup également été extrêmement décriée, presque plus que Game of Thrones, mais on a un peu oublié, c'est Lost. Et la fin de Lost, justement, sur le côté plus rien ne sera jamais comme avant. On va pas spoiler, mais effectivement, l'île ne sera plus la même à la fin de Lost, et tout n'est pas payé. Pour le coup, le plus important est payé. Et le reste, moi, ce que j'ai aimé, c'est que on va laisser un peu le spectateur essayer on a disséminé quelques petites choses par-ci par-là pendant les 6 saisons, et on laissera le spectateur et la spectatrice disséminer, mais le plus important est répondu. Donc, je trouve ça, c'est ça que ça m'évoque en tout cas. Alors, j'ai vu que la saison 1 de Lost, et en fait, j'ai vu Lost parce que je sortais de J.J. Abrams et j'avais adoré Alias, et je suis arrivé à Lost et j'avais l'impression que, en gros, on avait perdu 3 crans en termes de vitesse, donc j'ai calé la fin de la saison 1, j'ai jamais vu la fin de Lost. Mais, juste pour dire que une fin ouverte est un paiement. C'est-à-dire que, mais une fin ouverte vient clairement dire, à toi de faire ta propre réponse ou ta propre explication sur tel truc. Là où il y a rupture de paiement, c'est si on a promis un truc et qu'on laisse tomber le fil narratif et qu'on oublie un fil narratif ou on oublie un personnage en cours de route. Ça, c'est une rupture de promesse, par exemple. Il y en a quelques-unes dans Battlestar. J'aime beaucoup Battlestar Galactica 2003, mais il y a quand même certaines ruptures de promesses dedans, malgré tout. Et quelques paiements insatisfaisants, je trouve, d'ailleurs. Mais non, c'est pour ça que j'essaie d'éviter l'aspect, les termes dénouement ou les termes fin ou ce genre de trucs, parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire dit elle ne serait-ce que par l'accent qu'elle va placer sur certains éléments narratifs, elle va dire tel personnage est important, tel fil est important, tel truc du monde est important, etc. On va se concentrer là-dessus. Viens avec moi, ami lecteur ou lectrice ou spectateur, spectatrice, etc. Viens avec moi et je vais t'amener à un endroit qui va avoir du sens. En gros, le paiement, c'est juste ça. Quand on arrive à la fin et que le sens, il est pas trop là, ou que même on a carrément oublié une question, ça,
c'est dommage en termes de fin, c'est pas satisfaisant en fait, parce que le lecteur, lectrice se sont trahis par le truc. Par contre, dire, haha, ceci, mon pote, il va falloir que tu te fasses ta propre explication, ça peut être un paiement. Après, tout le monde n'aime pas ça. Mais c'est un paiement. On peut pas dire qu'on n'a pas répondu à la question. On a donné la réponse qui est, t'as les briques du mécano, fais ton truc. Je comprends. Ok. On a parlé Game of Thrones, on a parlé de promesses, donc j'en profite pour rappeler qu'on avait fait une émission avec Florent Favard sur la fin justement de Game of Thrones, qui lui-même a écrit un livre qui s'appelle Écrire une série télé, la promesse d'un dénouement. Donc voilà, la boucle est bouclée. Pour compléter cette discussion et peut-être compléter aussi ton livre, Lionel, on peut aussi se tourner vers cet ouvrage-là. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, Marie, mais tu n'auras peut-être pas plus de spécificité que ça à nous donner, mais dans le cadre du festival, du coup, vous pensez, dans un avenir plus ou moins proche, intégrer la série télé. Qu'est-ce que ça apporterait à l'Ouest-Hurlan de parler de série télé ? Quel angle vous voudriez avoir par rapport à ça ? C'est pas un angle, enfin, je pense, c'est faudrait qu'on parle avec l'équipe, mais il me semble on va plutôt être tous d'accord là-dessus, mais c'est l'axe, non pas de la série, mais l'axe de l'intermédialité. On parlait encore une fois des communautés plus haut, et du fait que la communauté qui aimait les livres, les jouer, elle les regardait aussi. Et c'est très très axé là-dessus. En fait, on peut pas penser l'imaginaire, on peut pas penser les bouquins d'imaginaire ou les jeux de rôle sans penser aux médias audiovisuels, en fait, qu'ils soient cinématographiques ou alors streaming ou simplement télé. Et c'est juste parce que c'est pas possible de traiter un sujet pleinement sans ce pan-là, et il est aussi crucial que les autres, il est aussi important que les autres. On voit ça récemment, enfin, on parlait de Netflix plus haut, mais cette espèce de tendance qu'a créé avec la sortie de Seigneur des Anneaux en 2001, il y a eu cet effet de masse qui s'est créé autour de la volonté d'adapter les autres œuvres d'imaginaire, etc. C'est complémentaire, en fait, c'est la même dynamique, parce que quand on parle d'imaginaire, enfin tu t'évoquais ça, Lionel, le fait de créer des mondes entiers et pas seulement une histoire, c'est crucial, ça fait que ça crée toute une matière narrative à explorer, à représenter potentiellement, une infinité de possibles, parce qu'on crée pas juste un fil narratif, on crée le monde qui va avec. Pour telle œuvre, on décide de prendre ce fil et de le suivre, mais pour une autre, on peut rester dans le même univers, prendre un autre chemin et proposer quelque chose de différent, ou alors, là je vais prendre l'exemple de The Witcher, mais typiquement, ils suivent donc les romans, mais ils prennent des axes du monde qui sont parfois différents de ceux du roman pour arriver au même point, et c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que c'est aussi crucial à nos yeux d'inclure d'inclure à long terme la série et le film, parce que ça intègre autant l'imaginaire que les autres genres, et c'est pas juste d'ailleurs un média d'adaptation, parce qu'il y a des œuvres qui naissent directement sur l'écran, qui ensuite sont adaptées à un roman. Enfin, l'imaginaire est foncièrement et fondamentalement intermédiaire, donc c'est pas juste impossible de faire sans ça, et que la série permet en plus une chose hyper intéressante comme illustration de donner une image à l'imaginaire, dans le sens où on fixe une potentielle interprétation, une potentielle image d'un tel monde. Ça pourrait être une autre avec un autre réalisateur, ça pourrait être ou une réalisatrice, ça pourrait être une autre version ou alors similaire, ou alors des points communs. Quand on voit que John Ho et Alan Lee ont largement participé à la création du monde visuel du Seigneur des Anneaux, ça veut dire quelque chose, ça aussi, et c'est juste complémentaire, c'est une autre facette d'une même boule, d'une même sphère. Voilà. Et puis c'est clairement un enjeu, je pense, industriel hyper important, si ce n'est majeur, quand on voit les sommes qui ont été mises sur la table, notamment justement pour la prochaine adaptation, on va dire ça comme ça, de l'univers du Seigneur des Anneaux sur Prime Video, là, en septembre. On sent que, en tout cas, la grande saga des mondes de l'imaginaire se jouera aussi en streaming, ou en tout cas au format série télévisuelle, pour ces gros groupes-là qui aujourd'hui misent beaucoup moins sur le cinéma que sur la série télé. En tout cas, en termes de grandes franchises comme ça, on voit que toutes les grandes franchises de ces dernières années des mondes de l'imaginaire ont
ont quand même floppé, hein, on va pas se mentir, au cinéma, que ça soit la suite de l'univers de Harry Potter, la suite de Star Wars, la suite de ce que a essayé de faire DC Comics. Alors il y a Marvel qui effectivement continue envers et contre tout à se développer au cinéma, mais qui est de l'aveu de tous bien moins qualitatif qu'au début, ou en tout cas très ronronnant, quoi. Excuse-moi de te couper, mais justement, tu dis flopper. Vas-y. Flopper, Oui, d'un point de vue critique, on va dire. Critique, c'est ça. qualitativement peut-être, mais alors flopper en termes, là justement tu dis ça, le dernier Harry Potter qui est au cinéma actuellement, enfin Harry Potter, vous m'avez compris quoi, Grindelwald, tout ça, Animaux Fantastiques, c'est le film qui a le moins marché de la saga, mais parce que ils ont tous été des ultra cartons, et Marvel est pour le coup pas un bon exemple, mais non, il y a toujours ce que les gens critiquent, c'est peut-être la qualité de l'imaginaire peut-être de ces sagas-là. Star Wars, la dernière trilogie a été un carton monumental. C'est pas floppé. Ouais, juste une précision là-dessus. Je pense que financièrement, peut-être qu'ils s'y retrouvent. Et encore, franchement, énormément critiqué, mais financièrement, ils s'y retrouvent, je pense. Hein, oui, surtout bien Marvel. sûr, mais du coup, justement, ça les dénature complètement de leur puissance. Enfin, en fait, ça en fait des objets industriels, ça en fait des objets de consommation, et ça les dénature complètement de la puissance évocatrice qu'ils ont, puisque au final, ça devient un produit de consommation pré-mâché, quoi. Donc, certes, effectivement, il faut encore de l'argent. Jusqu'à quand? On a quand même vu que des sagas comme Pirates des Caraïbes finissaient par s'essouffler au bout d'un moment. Donc, je suis d'accord avec toi, parce que c'est le dernier ou l'avant-dernier Pirates des Caraïbes est celui qui a le mieux marché de toute la saga. La Fontaine de Jouvence, ça a été plus d'1 milliard de recettes. Donc, okay. Puissance évocatrice, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, et d'un côté, tu peux dire que du coup, oui, c'est des produits de consommation, mais du coup, consommés toujours par le plus de monde. Tu vois, Marvel, encore une fois, on est sur 30 films, je crois, pour l'instant. C'est de la science-fiction, techniquement, des robots, des machines, des machins. Le fait est qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions de gens de tous les âges, de tous les machins qui consomment ces produits-là. Donc c'est toujours un peu dit. Je sais pas si vous avez un avis d'ailleurs sur le sujet. Cette opposition. Ce qui est assez intéressant par rapport à ces œuvres massives là, enfin quand j'aime bien parler de ces œuvres comme étant celles qui cherchent l'argent, enfin celles qui sont là parce qu'ils ont senti l'argent à cet endroit-là, du coup elles ont suivi ce chemin, les industries ont suivi ce chemin, mais le public dont on parlait plus tôt, le public de niche, lui, il voit ça, en fait. Et il va pas forcément apprécier qu'on prenne ses œuvres et qu'on les adapte à la va-vite. Parce que eux, ils connaissent souvent le bouquin mieux que les gens, enfin, mieux que ce que les publicitaires ont voulu faire. Du coup, ils vont dire, bah non, en fait, c'est parce que c'est pas ce que j'aime, c'est parce que c'est pas l'œuvre, en fait, vous avez pas compris le principe. Il y a vraiment cet argument souvent avancé par les fans qui, vous avez pas compris l'œuvre. Dans le sens où quand ça fait un flop critique, et il y a forcément derrière beaucoup de forums qui vont s'agiter, qui vont... Quand on voyait par exemple, c'est assez génial, The Witcher, la saison 1, elle a pas foncièrement été aimée par les gens qui avaient lu les livres ou joué au jeu. Au contraire, elle a beaucoup plu, et j'ai constaté dans mon entourage aux gens qui connaissaient pas l'œuvre, ils disaient, ah, c'est sympa, j'aime bien le monde, et moi la première et les autres amis qui sont des gros fans du jeu et des bouquins, on a essayé, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi dans ce sens-là, pourquoi avec les personnages, on avait aucun sens, on avait juste l'impression qu'ils voulaient copier un schéma qu'ils pensaient être celui qui rapportait de l'argent et du public, alors que nous on disait non, ça marche plaqué contre plaqué comme ça ne marche pas. Donc la niche va critiquer ces grandes œuvres-là, et souvent les fans des œuvres de base vont pas forcément les apprécier. Après, ça a toujours été le cas, les fans des bouquins Tolkien n'ont pas forcément tous aimé le film, il y a eu beaucoup de rejets de leur part, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont largement aimé. Donc copier la formule pour la copier, ça commence à se voir beaucoup, et les gens apprécient de moins en moins, ils sont de plus en plus alertes là-dessus, mais il y a quand même le succès public parce que l'imaginaire plaît, en fait, Marvel ça plaît, etc. Mais d'un public qui va le consommer sans forcément vivre le monde derrière. C'est ça que je trouve assez intéressant quand je regarde les publics, la réception de ces œuvres-là. C'est super intéressant de noter que les gens qui vont apprécier ces grandes adaptations-là, qui sont faites vite, rapidement, les Marvel typiquement, donc, ils vont trouver ça sympa, mais ils vont pas vivre le truc, le monde de l'intérieur toute leur vie, quoi. Enfin, au quotidien, c'est pas des fans vibrants de l'œuvre, ils vont trouver ça sympa, ils disent, c'était rigolo, bien aimé. Ou alors ils ont vraiment adoré, ils vont vraiment vibrer pour le film, mais pas pour le monde ou qui va avec. Et donc il y a un peu un côté de fidélité à l'univers qui marche pas pour certaines... Enfin, l'argument de la fidélité à l'univers, ou à l'essence de l'univers, va vraiment entrer en jeu pour la niche ou pour les gens qui vont mettre en question ces adaptations-là. Et aussi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est quand on parle de séries et d'audiovisuel pour l'imaginaire, on va pas forcément passer par la case gros budget, etc. Il y a aussi
toute la dynamique des fan movies et toute la dynamique des séries web qui étaient parmi les premiers en fait à vraiment porter l'imaginaire sur les écrans, du coup plutôt les tout petits écrans, et qui était hyper intéressant. Je pensais aussi qu'il y avait une noob à l'époque où tous les fan movies sur Star Wars, sur le Seigneur des Anneaux, plein de gens qui sont lancés là-dedans, et c'est aussi l'autre part hyper important de l'audiovisuel, qui est donc avec moins de budget mais parfois autant de qualité. Et donc ouais, vraiment la question du public et de la réception est toujours aussi cruciale pour comprendre cette dynamique-là. Très bien, bah écoutez, pour terminer tranquillement cette émission, pour conclure, je vous propose qu'on aille sur, pour le coup, des recommandations, si vous en avez, recommandations, vos attentes, peut-être tout simplement, ou voilà, un petit peu tout ça sur tout ce qui est série SFF pour 2022. En attente, moi, je trépigne absolument du remake / réimagination, recréation de Babylon 5 par le créateur Joe Michael Straczynski, parce que B5 est une de mes énormes références, et savoir que c'est lui aux commandes et que il va réimaginer son univers et sa série, alors là je suis voilà, j'attends ça gravement. En recommandation, en série, comme je disais, je manque un peu je suis un peu en retard sur l'actu, mais bon, je suis un grand fan de The Expanse, et évidemment, je pleure toutes les larmes de mon corps probablement on n'aura jamais les 2-3 saisons qui manqueraient pour terminer les bouquins. Mais en tout cas, ça, malgré tout, même s'il n'y a pas vraiment la fin, ça reste extrêmement qualitatif, et en plus c'est vraiment une imagination intéressante de ce que l'humanité pourrait être d'ici 200-300 ans à exploiter le système solaire. Et c'est du vrai grand bon space opéra, mais qui se passe que dans le système solaire, et c'est vraiment intéressant et très beau en plus. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais rapidement de la manière dont les auteurs pouvaient parfois faire des choses prospectives du futur, mais qu'en même temps, il fallait pas non plus prendre ça pour argent comptant et tout ça. Ça me faisait penser, je le cale maintenant, pour ceux qui voudront se renseigner. L'année dernière, en début d'année, le gouvernement français avait fait appel à des auteurs de science-fiction pour créer ce qu'ils ont appelé la Red Team, qui était en fait une cellule de réflexion sur justement des grands enjeux du futur, des grands enjeux écologiques, des grands enjeux technologiques. Allez voir, il y a des choses sur le site qui sont sorties de ça, des lectures à faire, etc. Voilà, si vous avez envie de poursuivre un peu la réflexion sur le serpent qui se mord la queue de qui commence à créer des imaginaires dans les auteurs de science-fiction pour que derrière il y ait des choses qui se réalisent dans la vraie vie, il y a peut-être un début de réponse à cet endroit-là. Voilà, petite parenthèse. Marie, est-ce que tu as de ton côté une série que tu attends pour 2022, et puis éventuellement un coup de cœur, ou même en littérature, quelque chose que tu voudrais mettre en avant pour nos auditeurs et auditrices? Dans ce que j'attends, je vais faire cliché, mais j'attends beaucoup la série donc du Seigneur des Anneaux, parce que j'ai vraiment envie de l'adorer, et que ça me ferait mal d'être déçue, simplement. C'est pas que j'ai forcément beaucoup d'attentes, mais j'ai envie que ça soit bien, en fait, pour le bien des séries d'imaginaire, simplement. J'ai envie que ça soit bien, j'ai envie de faire confiance. Et pour les conseils, c'est peut-être un conseil série d'une série que j'ai vue cet été, donc elle est pas hyper récente, mais elle est un peu passée à travers, j'ai l'impression, et pourtant elle est très très chouette. Et c'est une série de genre, mais plutôt horrifique. Mais ça marche pas, série de genre. Ça s'appelle Them, c'est une série Amazon Prime, qui va parler d'une famille noire qui va s'installer dans une banlieue huppée d'une petite ville des États-Unis, dans les années 60, et la maison serait potentiellement hantée par des gens ayant subi les violences des voisins blancs, ou pas. Et donc, il y a un peu toute cette question qui va sous-tendre sur la question, ça c'est très, très fantastique, donc on va avoir vraiment cette dimension, on sait jamais ce qui est vrai, si les personnages sont conscients ou pas, s'ils sont en train d'organisation, si c'est vraiment hanté, si c'est de la peur qui part, etc. Bon, c'est court, c'est une seule saison, c'est une série qui à terme sera anthologique, il me semble, c'est très très bien. Et en conseil livre, je vais, encore cliché, mais je vais sortir le Witchigo d'Estelle Faye, donc le dernier livre adulte à être sorti d'Estelle Faye, qui parle là encore de fantastique et d'horreur. C'était un peu mon mood de l'année, je crois. Et là, on va partir sur une histoire qui va se passer à Terre-Neuve, en grande partie au XVIIIe siècle,
avec une troupe de voyageurs qui s'est échouée sur une plage et qui se fait poursuivre par une sorte de créature, et on n'a jamais certain non plus de quel type de créature il s'agit. Et c'est vraiment l'ambiance et la qualité d'écriture qui vont faire toute l'œuvre, et c'est assez court, c'est presque une novella, c'est un roman court, et je trouve ça brillant. Ok. Et toi, Guillaume, est-ce que tu as, alors, attends, tu nous en as parlé dans le précédent épisode, mais est-ce que tu as une reco récente, littéraire d'ailleurs, quelque chose à conseiller à nos éditeurs et auditrices? Reco littéraire. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ces derniers temps? Ça va être pour le coup très très grand public, mais avec un petit twist. J'ai recommencé à lire du Star Wars, voilà, en roman, avec justement la nouvelle période chronologique qu'ils ont créée là avec depuis l'année dernière, qui s'appelle la Haute République, effectivement, qui se passe. Moi, ça me chauffait bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, pour quelqu'un qui, comme moi, est très très fan de l'univers de Star Wars, bien plus que des histoires presque, je trouve que c'est rafraîchissant après avoir justement vu la surexploitation un peu nostalgique de ce qui avait été fait dans les films ces dernières années. Là, on est vraiment 200 ans avant l'histoire telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a vécue partout au cinéma et en série. Donc, et le fait que ça commence en roman fait que, en termes d'imaginaire, c'est assez vierge en fait. Hein. On peut s'imaginer complètement ce qu'on est en train de lire et leur donner un peu la forme qu'on veut. J'ai fait le pari quand même de faire cette lecture en accompagnement des comics qui sont sortis, donc il y a forcément aussi du coup de l'image par rapport à ça. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve pas ça révolutionnaire, mais ça fait du bien de voir Star Wars réinventé dans un délire justement bien plus fantasy que futuriste, puisqu'on est à un âge où les chevaliers Jedi sont des milliers, des centaines de milliers, et sont très diversifiés dans l'usage qu'ils ont de leurs capacités, très diversifiés dans les postes qu'ils ont à travers la galaxie. Okay. Donc on retrouve un côté très justement world building avec des chevaliers qui seront plutôt en lien avec la nature, des chevaliers qui seront plutôt citadins, des chevaliers qui seront plutôt en avant-poste, etc., etc. Donc il y a la lumière des Jedi qui est paru, et il y a quelques mois, En pleine tempête, je crois, est le deuxième volume dans les romans classiques, enfin pour adultes, puisqu'il y a aussi du young adulte du coup qui est sorti et qui est vraiment très cool aussi. Avec pour le premier, je me souviens plus du titre, mais quelque chose un peu plus horrifique. Ce qui est aussi assez intéressant pour du Star Wars. Donc voilà, si vous êtes lecteur de Star Wars comme moi, qui avait connu Star Wars adolescent, qui avait voulu comme ça un peu poursuivre l'histoire des films classiques avec la pléthore de romans qui est sortie derrière, qui aujourd'hui ne sont plus canons, mais voilà, et que vous avez un peu perdu ça de vue et que vous avez envie de renouer avec les romans, parce qu'ils en font toujours, des romans Star Wars, ça a toujours continué, mais sur les personnages actuels, voilà, peut-être penchez-vous sur la Haute République, qui est assez frais et assez nouveau. Et bon, après, en termes de série, je le disais la dernière fois, je continue de regarder The Leftovers, que j'aime beaucoup. J'en suis à la fin de la 2e saison. Malheureusement, OCS n'a plus les droits et a fini par enlever la série de sa plateforme, donc il va falloir que je cherche par ailleurs à me la procurer. Elle est disponible en support physique très facilement. Voilà, et puis voilà, à peu près pour la recommandation que je peux faire. Toi, de ton côté, CHP, des petites choses? Alors, moi, je vais être très clair en littérature, je n'ai rien à vous recommander. Par contre, j'ai non pas une reco, mais une petite pub à faire pour Wonder Woman 1944, qui est un projet de crowdfunding qui a été lancé par Multiverse Fan Film. Donc, on a évoqué rapidement les fan films, donc et c'est lié à ce que tu viens de dire d'ailleurs, Guillaume, l'envie d'augmenter l'univers. Donc maintenant, les fans le font eux-mêmes et le font bien. Donc voilà, il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée sur Indiegogo.com. Donc voilà, avec un nom pareil, vous avez forcément envie d'aller sur ce site. Indiegogo.com, Wonder Woman 1944. Tout simplement Wonder Woman qui vient porter main forte au débarquement, donc Wonder Woman qui vient en France, etc. Donc, et c'est très très quali pour l'instant de ce qu'on en voit, et pour connaître un petit peu l'équipe derrière, vraiment des gens extrêmement passionnés, et voilà, c'est dans notre domaine, et c'est ce qu'on aime, et quand c'est bien fait, on a déjà vu des fan-films extrêmement qualitatifs visuellement et dans leur narration, donc voilà, et n'hésitez pas à aller jeter au moins un petit coup d'œil et un petit
petit billet si vous le pouvez. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et en termes de séries, y a une série que j'ai regardée récemment qui m'a beaucoup plu, s'appelle Severance, qui nous a été conseillée par Nora Boisouni, qui est une série de science-fiction, qui est extrêmement intéressante. Je ne vous en dirai pas plus. Et pourquoi, Guillaume, est-ce qu'on n'en dit pas plus pour l'instant? Parce que ça pourrait... Je sais pas. Ça pourrait... Oh, tu joues très bien la surprise. C'est une série dont on va parler dans un prochain épisode de Spoilers, donc restez branchés. Je laisse mes comparses terminer cette unique saison pour l'instant. Série Apple TV, qui moi m'a beaucoup donné à réfléchir, donc voilà, surtout restez branchés. Et n'hésitez pas à la voir de votre côté, peut-être, puisque maintenant vous le savez. C'est rare qu'on annonce les sujets qui arrivent sur Spoilers, c'est le cas, donc si vous voulez regarder la série avant qu'on en fasse un épisode, n'hésitez surtout pas. Apple TV, voilà. Est-ce que donc l'Ouest Hurlant, petit rappel, pardon, sur l'Ouest Hurlant qui arrive, donc on peut retrouver sur les réseaux sociaux tout simplement pour le site internet évidemment pour toutes les informations d'ordre de programmation, donc ouest-hurlant.com. Très bien fait le site internet d'ailleurs. Ouais. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on peut vous retrouver c'est du 28 avril au 1er mai évidemment, je le précise, et c'est gratuit, entrée gratuite, c'est très important, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, de la table ronde, de l'animation, des jeux, on en a largement parlé dans cet épisode, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes dans le coin. Lionel et Marie, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une actu particulière hors Ouest Hurlant peut-être? Lionel, donc toi tu es sur l'écriture du tome 5, c'est ça, des Dieux Sauvages? Je suis sur l'écriture du tome 5 des Dieux Sauvages que j'aurais dû sortir cette année, mais c'est juste un monstre pas possible. Et c'est important, comme on l'a dit, de bien terminer ces histoires, donc il faut que je prenne un peu plus de temps. Il sortira l'année prochaine. Et sinon, en ligne, je suis de manière très originale à lioneldavoust.com et aussi sur Twitter @LionelDavoust. Et en vrai, donc je serai bien évidemment à l'Ouest Hurlant, je serai également aux Imaginales d'ailleurs, donc qui sont un peu plus tard en mai, si ma mémoire est bonne. Je serai également au Forum Saint-Louis, à Saint-Louis, là aussi dans l'Est, et en principe à Étonnant Voyageur à Saint-Malo début juin. Tout à fait. Et c'est déjà pas mal. Et Marie? Moi étant en préparation de thèse, je suis pas encore chercheuse titrée, je le serai, on verra ce que l'avenir verra, mais en gros je suis étudiante chercheuse donc on me retrouve nulle part, et je ne suis pas friande forcément des réseaux, donc là non plus. Par contre, je serai aussi aux Imaginales, mais au colloque des Imaginales, où je ferai une communication sur l'escrime du Seigneur des Anneaux, notamment. Et sinon, à d'autres événements universitaires comme ça, et on peut me retrouver dans des actes de colloques et sur internet quand certains des articles que j'écris se retrouvent publiés et donc disponibles en ligne à la lecture. Très bien. Bah écoutez, pour ce qui est de spoilers, vous le savez, nos réseaux sociaux sont présentes, Twitter principalement, et sur les applis de podcast, votre appli de podcast préférée, n'hésitez pas à nous lâcher quelques petites étoiles, 5 étoiles sur votre appli, ça aide énormément le podcast Spoilers pour nous aider dans notre développement. N'hésitez pas à partager cet épisode avec Marie et Lionel. C'est un énorme soutien pour nous et pour eux, donc vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir donné votre temps pour parler de tout ça. On souhaite énormément de succès à l'Ouest Hurlant, des gens. On vous souhaite d'avoir trop de gens. Voilà, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde sur le festival. Là, c'est ça qu'on vous souhaite précisément. Donc voilà, en tout cas, vous avez un très très beau festival qui arrive. Donc voilà, on vous souhaite le meilleur pour cette édition. Voilà. Merci à vous. On se dit à très vite dans l'émission Spoilers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très vite Guillaume. Merci et salut. Salut.